Bonjour à tous, bienvenue sur 8 Mont-Blanc à la une de ce mardi 24 mai. Y aura-t-il une pénurie d'essence dans nos pays de Savoie? Si dans certaines régions c'est le cas, chez nous pour le moment il n'y a rien à craindre. La préfecture demande aux automobilistes de modérer leur plein d'essence. Sébastien Germain a fait le tour des quelques stations annéciennes. Début de notre série consacrée au circuit court. Aujourd'hui nous nous intéresserons à une boutique paysanne, un supermarché 100% local tenu par les producteurs eux-mêmes et vous le verrez, le succès est au rendez-vous. Enfin, nous vous ferons découvrir l'association Les Papillons Blancs. Elle vient en aide aux enfants déficients intellectuels et leur permet de mieux s'insérer dans leur vie d'adulte. On débute donc ce journal avec quelques images de la pagaille qui est en train de s'installer aux alentours des stations-service annéciennes. Depuis ce matin, les automobilistes n'ont qu'un objectif, faire le plein avant une éventuelle pénurie de carburant. Rappelons que dans nos pays de Savoie, il n'est pas encore question de pénurie. En Haute-Savoie, une station-service seulement est en rupture totale, donc fermée, et 15 sont actuellement en difficulté, c'est-à-dire qu'elles n'ont pas tous les carburants disponibles. Pour le moment, aucune restriction n'a été mise en place par la préfecture de Haute-Savoie. Il est donc demandé aux automobilistes de faire preuve de bon sens et de ne pas faire le plein si ce n'est pas nécessaire. Sébastien Germain a rencontré cet après-midi plusieurs automobilistes en quête d'essence. On fait tout pour alimenter les peurs des gens, donc les gens ils vont au ravitaillement alors qu'il y a encore de l'essence. Il n'y a pas de problème ici pour l'instant. Moi je fais mon plein habituel, ni plus ni moins, mais là ça bouge sur la route, ça gêne tout le monde, il y a des gens qui nous passent devant. Enfin, on se croirait en temps de crise ou de guerre. Voilà, c'est juste étonnant, il faut être patient. Je fais beaucoup de kilomètres pour aller travailler et voilà, suite à la menace un peu du manque d'essence, je suis quand même venue faire le plein pour être sûr de ne pas manquer de carburant. Je ne fais pas de soucis parce que si j'ai pas d'essence de ce côté-là, j'aurais vu sur Aix-les-Bains ou alors après je tire sur la Suisse, bien entendu. Il y a toujours des solutions dans le secteur pour se charger en essence. Je pense que tout le monde a des besoins, donc après on va essayer de chacun de mettre le minimum en étant raisonnable pour que tout le monde en ait, quoi, dans un sens. Ce serait ce qu'il faudrait faire. Ouais, justement, j'observe partout où je passe, c'est à peu près la même chose, c'est-à-dire la file d'attente dans les stations-service. Alors ça fait un peu peur, enfin entre guillemets, quoi, voilà. C'est l'heure de l'invité de la rédaction. Je reçois aujourd'hui sur ce plateau Guy Lecomte. Bonsoir. Bonsoir. Alors vous êtes président de Choisir Savoie. Avant de parler de votre association, je vais vous demander de réagir 2 secondes sur les interviews qu'on vient d'entendre par rapport justement à ce blocage des raffineries. Quel est votre avis, vous, finalement ? Je pense que c'est très significatif des blocages de notre société. Et puisque moi je m'intéresse beaucoup aux questions de territoire, si les gens qui font grève aujourd'hui se sentaient impliqués par leur territoire, ils ne feraient pas grève. Alors justement, c'est le but un petit peu de votre association. Le but, c'est d'unir en gros les différents acteurs du territoire de la société civile et de faire entendre votre voix auprès des politiques. En gros, après 19 mois d'existence, est-ce qu'aujourd'hui vous avez senti que vous étiez justement écouté par ces politiques ? Écouté par les politiques, c'est un peu tôt, donc il faut d'abord qu'on s'organise un peu. Mais je dirais il y a deux, trois petites choses que j'ai envie de dire. La première, c'est qu'à une époque où en fait il faut atteindre une certaine taille pour exister, quand on voit l'Europe, quand on voit la France bien sûr, quand on voit la région Rhône-Alpes-Auvergne qui s'élargit, quand on voit les métropoles qui sont de plus en plus grosses, comme Lyon, comme Genève ou Turin, eh bien en fait, quel avenir pour les pays de Savoie ? Si jamais les départements venaient à être supprimés, il y a déjà eu un ballon d'essai il y a quelque temps, eh bien en fait on peut s'attendre au pire quand même, c'est-à-dire que les pays de Savoie pourraient disparaître. Donc il faut fédérer la société civile et je pense qu'à notre époque, la société est de plus en plus compliquée à tout point de vue et donc en fait on ne peut pas tout attendre de la sphère publique et je crois que la société civile doit absolument s'organiser, se fédérer pour faire entendre sa voix. Alors justement, vous dites qu'il faut révéler la personnalité des deux Savoies. Qu'est-ce que ça veut dire concrètement à l'heure où on veut rapprocher justement les régions, enfin les départements et élargir sur les régions ? Oui, mais je crois que il faut d'abord savoir qui on est. Et les pays de Savoie, il y a beaucoup de gens qui viennent de l'extérieur. Aujourd'hui, en Haute-Savoie, pratiquement 50% de la population vient d'ailleurs. Donc il faut les intégrer dans une histoire. Et cette histoire existe, on a une histoire très longue, très riche avec la Maison de Savoie, mais aussi on a une réussite économique qui est exemplaire, on est au niveau du tourisme et des sports d'hiver, on a un positionnement fantastique. Donc il faut que les gens finissent par prendre vraiment complètement conscience de ça et en fait participent à la co-construction du territoire. Je crois que la société civile doit absolument s'organiser pour faire entendre sa voix.
Et donc, on va donc créer donc un think tank, d'ailleurs en partie conjointement avec Écho des Pays de Savoie, avec la revue économique. Et donc, il faut que les gens sortent des idées, qu'on ait une idée précise de ce qu'il faut faire. Tout ce que la société civile pourra faire par elle-même, notamment les entreprises, on ne va pas se priver de le faire, je crois qu'il faudra le faire. Mais par contre, tout ce qu'on ne pourra pas faire par nous-mêmes, tout ce qui dépendra du politique, on se tournera vers les politiques pour pouvoir faire entendre notre voix. Est-ce que ça ne peut pas être vu comme un repli sur soi-même, le fait de vouloir développer les départements sans vouloir s'élargir C'est tout l'inverse. C'est tout l'inverse. Pour pouvoir... aujourd'hui, toutes les entreprises sont ouvertes à l'international, mais par contre, aller se vendre à l'international à partir d'un territoire qui est parfaitement identifié, valorisé et donc promu, ça change tout. Ça change tout. C'est un gros atout pour les entreprises, justement, pour être encore plus performantes dans l'image qu'ils donnent à l'extérieur. Justement, ces entreprises que vous fédérez, il y en a des petites, des plus grosses, c'est ça aussi la force? Alors la force, oui, c'est ça, c'est qu'en fait, globalement, la société civile, la société en règle générale, est organisée de façon verticale. Et donc nous, en fait, on cherche à fédérer horizontalement pour qu'apparaisse une image beaucoup plus complète des Pays de Savoie, parce qu'aujourd'hui, dans l'image projetée qu'on envoie, il y a souvent que le tourisme, les sports d'hiver et les produits du terroir. Et l'industrie n'apparaît pas, la filière bois n'apparaît pas. Il y a énormément les nouvelles technologies, l'outdoor, tout ça, ça n'apparaît pas dans l'image globale des Pays de Savoie. Et donc rendre le territoire plus dynamique en une action phare, ce serait quoi? Ça ne peut pas être une action phare, ça ne peut être que par la coordination de toutes les bonnes volontés d'un territoire, avec les institutionnels, avec les politiques, mais par contre en faisant en sorte que la société civile soit organisée de façon indépendante, de manière à être crédible et de manière à être entendue. Très bien, merci beaucoup d'avoir été notre invité. Merci beaucoup, au revoir. On reparle des éboulements du Granier en Savoie. Plusieurs dizaines de milliers de mètres cubes de roches se sont détachés sans mettre la population en danger. Mais lorsque l'on parle d'éboulement du Granier dans la région, on fait souvent référence à celui du 12 novembre 1248. Ce jour-là, un pan de montagne se détache et provoque un violent éboulement qui fera pas près de milliers de morts et refaçonnera la vallée. Aujourd'hui, les vignobles profitent de ces terres particulières pour faire un vin reconnu dans toute la France. Julie Marchand nous raconte l'histoire de la famille Perrier, célèbre famille de vignerons. Il y a quelques semaines, des centaines de milliers de mètres cubes de roches dévalaient la falaise du Granier, aujourd'hui à peine visible. Ce n'est pas la première fois. Le 24 novembre 1248, le mont s'effondre et dévaste tout sur son passage. C'est ici que s'est quasiment arrêté les éboulis de 1248. Qui a formé ce petit lac. La population s'est vite adaptée aux nouvelles contraintes écologiques de la vallée et du chaos est né l'un des meilleurs crus de la Chartreuse. Les activités du vignoble Perrier sont réparties sur 2000 hectares et produits sur des vignobles à cheval sur 3 communes, Apremont, Les Marches et Saint-Baldoff. Apremont étant l'une des communes qui fut le plus touchée par les éboulis de 1248. 3 sites différents où nous nous rendrons en voiture et avec les éboulements récents, c'est un peu une question de sécurité. Il vaut mieux être plus bas, parce qu'on ne sait jamais si le granier tombe, on préservera au moins le 3e site. Le vin, pour les Perrier, c'est une longue histoire. Je peux dire que je suis né dans la vigne, parce que notre affaire familiale date de 1853, ça remonte au grand-père, l'arrière-grand-père. Gilbert Perrier a déjà vu le granier s'effriter dans sa jeunesse, en 1956. Il ne s'inquiète pas trop pour ses installations. Pourtant toutes proches, elles ont été jusqu'ici épargnées. Si ça devait être important, il est évident que là on est aux premières loges. Mais bon, j'ai confiance à la nature et je crois qu'il ne se passera jamais ce qui s'est passé dans l'ancien temps. Un dernier stop dans les caves du vignoble, où la magie opère. La diversité des sols, pierreux, calcaires ou argileux, permet déjà de réaliser une bonne partie du travail de vinification. Bien des vignobles voudraient avoir la même chose. C'est vous dire l'importance des éboulis de cette époque et qui nous donne un vin merveilleux. L'entreprise familiale se transmet de père en fils depuis plusieurs générations et devrait continuer à produire 1,2 million de bouteilles par an. En tout cas, tant que la montagne ne s'effondre pas complètement.
On débute notre série de la semaine, elle sera consacrée au circuit court. Aujourd'hui, direction Gilly-sur-Isère pour éviter de perdre de l'argent sur leur production, notamment à cause des trop grandes marges des supermarchés. Les agriculteurs ont décidé de se regrouper et de vendre eux-mêmes leurs produits dans une boutique 100% locale. Alors, quelle différence pour les producteurs et les consommateurs? Élément de réponse. Dans cette exploitation, on ne connaît pas la crise. La quarantaine de vaches du cheptel produit du lait pour le circuit court. Un choix qui permet de valoriser cette production. C'est sûr que d'un point de vue économique, ça nous permet d'avoir des prix, les prix qu'on fixe nous et puis qui correspondent à ce qu'on a besoin pour vivre, quoi, finalement. Donc c'est vrai que c'est quand même un créneau qui est intéressant. Qui a permis à moi sur l'exploitation de bien me développer. Avant que le point de vente collectif ouvre, j'avais quand même du mal à trouver des circuits de distribution intéressants. Un prix juste qui permet donc à cette productrice de s'en sortir en plus de la vente en coopérative. Une idée née il y a 8 ans. Ils étaient 9 au départ, 41 aujourd'hui. Les montants affichés sont un peu plus élevés qu'en supermarché, mais les clients préfèrent acheter moins souvent et de meilleure qualité. C'est des produits très frais et puis il faut faire gagner les paysans qui ont le mérite de travailler, tous ces produits. C'est important aujourd'hui de bien manger, surtout pour mes enfants, donc je préfère venir ici qu'aller au supermarché. C'est fait juste à côté et ça fait travailler des producteurs du coin, donc voilà, c'est important. Pour vendre ces produits, il faut en effet se situer à moins de 80 km de la boutique. Ce qui plaît aussi aux consommateurs, c'est la proximité avec les producteurs. Chaque agriculteur tient plusieurs permanences par mois permettant d'expliquer directement la provenance de ses produits. Une formule économiquement intéressante pour cette association de paysans. L'idée, c'était d'avoir un point de vente où on pouvait vendre nos produits toute la semaine sans forcément y être physiquement présent. Pour nous, c'est l'avenir et c'est de toute façon une condition sine qua non pour pouvoir faire notre exploitation. Parce que avec le mode d'exploitation qu'on a choisi, dans une filière normale, on ne gagnerait pas d'argent, on perdrait de l'argent tous les jours. Des clients de plus en plus nombreux à oser franchir la porte du magasin. La preuve, il y a parfois embouteillage aux caisses, comme dans les vrais supermarchés. Depuis plus de 60 ans, l'APEI, les Papillons Blancs d'Aix-les-Bains, accompagne les familles et les enfants déficients intellectuels. L'Institut médico-éducatif installé sur les hauteurs d'Aix-les-Bains accueille une soixantaine de jeunes âgés de 5 à 20 ans. Objectif, leur offrir la meilleure autonomie possible dans leur future vie d'adulte. Fanette d'Aubisson nous fait découvrir cette association. Tu le prends, voilà, et tu le mets dans le trou là. Ce matin, c'est jour de jardinage pour les adolescents de l'IME. Patiemment, Jean-Louis guide ses apprentis jardiniers. Chaque fleur est plantée consciencieusement. Au programme de l'établissement, planter des graines, ça et là, pour que chaque enfant se construise et se développe à son rythme. L'enjeu, c'est de permettre effectivement un développement de l'enfant qui lui permette ensuite de pouvoir s'intégrer au mieux dans son environnement habituel, c'est-à-dire au plus proche de son domicile ou dans sa vie future d'adulte, voilà, et acquérir la meilleure socialisation possible, son épanouissement de toute façon. Cet apprentissage de l'autonomie commence dès l'âge de 5 ans. Les priorités de Charlotte, éducatrice, la socialisation, le langage et l'autonomie. C'est vrai que les enfants, c'est leur premier lieu de socialisation. Donc on fait un gros travail sur l'apprentissage des règles de vie parce qu'ils sont assez égocentriques et de ce fait, c'est parfois difficile de vivre ensemble sur toute une journée. Nous, on essaye de tisser un petit peu les racines pour les aider à s'épanouir dans leur future vie. À quelques mètres de là, le cours d'histoire se déroule avec le sourire dans la classe d'Émilie. Enseignante de l'éducation nationale, elle a fait le choix de la classe spécifique. Ces classes, en petits groupes, lui permettent d'adapter le programme à chaque élève. Ma mission, c'est déjà leur apprendre à lire et à écrire, pour qu'ils apprennent à se débrouiller tout seuls dans la vie. Et j'aimerais qu'ils découvrent aussi plein de choses. Là, on travaille sur justement l'histoire, parce que je trouve que c'est intéressant qu'ils apprennent qu'il y a de la culture et ça les intéresse. Je veux les ouvrir sur le monde extérieur aussi. Je sais que s'ils ne retiennent pas, c'est ma faute aussi. Donc c'est que je n'explique pas comme il faut. Donc il faut toujours se remettre en question et vraiment s'adapter à chaque enfant. L'établissement d'Aix-les-Bains accueille une soixantaine d'enfants. Les origines du déficit mental sont nombreuses. La trisomie 21 reste le syndrome le plus représenté avec la moitié des jeunes accueillis ici.
une douzaine d'enfants est atteint d'autisme. Quelle que soit la pathologie, à l'âge de 20 ans, ces jeunes devront quitter le cocon de l'IME. Chaque année, en France, ce sont environ 6 000 enfants qui naissent avec un handicap intellectuel. C'est la fin de cette édition. Merci à tous de l'avoir suivi. Vous pouvez retrouver ce journal sur notre site internet. Passez une très belle soirée et à demain.